ronde concerne l'édition inclusive, un sujet important qui a été traité dans un numéro de bibliodiversité que je vous conseille vivement, parce que là se trouve vraiment un dossier très, très complet. Et comme complément à ce dossier, donc, la revue de biodiversité de l'Alliance et de double ponctuation, c'est le numéro Alternative qui lui aussi touche aux problématiques qui nous concernent par cette table ronde. Alors, nous avons 3 participants et participantes. Je vous les présente brièvement. Il s'agit premièrement d'Alfredo Ruiz Chinche qui nous vient du Pérou, éditeur et traducteur. Il est actuellement président. Tu me diras si c'est correct, Alfredo. Tu es président de la LEER, l'Association pour la promotion de la lecture et du livre, et secrétaire du collectif d'éditeurs indépendants du Pérou, Editores Independientes de Pérou. Il dirige entre autres 2 maisons d'édition, Amotape, oui, Libros et Viringo Cartonero. Et nous allons parler essentiellement avec lui de Viringo Cartonero sur le lien avec l'édition inclusive. Ensuite, je vous présente une deuxième personne intervenante, c'est Ulrika qui est à côté de moi. On partage l'écran. Qui réside dans le canton de Vaud, ici en Suisse. Elle participe, entre autres, à divers mouvements militants, écologistes, féministes, anticapitalistes, alternatifs, émancipatifs. Pardon, c'est trop vite. Jean, je ne t'entends plus, c'est normal? J'entends plus, non. Ah Moi oui. non plus. Ah, ok. Je reprends alors. Oui, quelques secondes avant ton micro était coupé. Est-ce que vous m'avez entendu présenter Ulrika? Non, tu peux le refaire et plus lentement en plus. Voilà. Ok. Ulrika réside dans le canton de Vaud, en Suisse. Elle participe, entre autres, à divers mouvements militants, écologistes, féministes, anticapitalistes, alternatifs, dans des perspectives émancipatrices. Elle a notamment participé à l'occupation de la zone à défendre, la ZAD, de la colline du Mormont, ici dans le canton de Vaud, qui est une colline qui est détruite par une carrière exploitée par le groupe cimentier dont vous avez tous entendu parler, Holcim Lafarge. Et à la coordination, elle participe aussi à la coordination du collectif des orchidées pour l'édition collective de livres dont elle va rendre compte. Orchidées contre béton armé, mémoire de la ZAD de la colline, qui est paru aux éditions d'en bas en 2023. Finalement, je vous présente Rodney. Il est né à Cavaillon, au sud d'Haïti. Il vit depuis 2001 à Montréal, où il partage, Rodney Saint-Éloi, excusez-moi, il partage son temps entre l'écriture, l'édition et les tournées d'écriture et de conférences. Il a fondé en 1991 à Port-au-Prince les éditions Mémoire et en 2003 à Montréal les éditions Mémoire d'Encrier. Rodney Saint-Éloi a commencé à écrire dès l'âge de 13 ans. Il est passionné par ce médium. Sa grand-maman était essentielle, malgré son alphabétisme, dans cette lancée vers l'écriture et la lecture. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres, de poèmes, d'essais et de récits. Voilà pour la présentation de nos intervenants. Et nous allons en 2 temps ensuite, maintenant, aborder la question de l'édition inclusive par une discussion sur l'inclusion, ce que c'est que cette édition inclusive, on va tenter une définition. Je vais vous demander quel est votre rapport par rapport à ce domaine. Et ensuite, dans un deuxième temps, on entrera avec chacun de vous, chacune d'entre vous, dans votre application concrète
en tant que maison d'édition ou en tant qu'éditrice d'un ouvrage, comme Ulrika l'a fait. Moi, je vais lancer quelques pistes. L'introduction qu'il y a dans le numéro de biodiversité inclusive est parfait. Il décortique tout ça, mais je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre d'éléments. D'une part, dire que l'inclusion n'a rien à voir avec l'insertion ou l'intégration dont on serine en permanence le terme et l'usage et les pratiques par rapport aux mouvements de migration qui viennent dans le nord depuis le sud, en disant qu'il n'y a que l'intégration qui permet de faire en sorte que les personnes qui arrivent d'ailleurs puissent, au fond, être accaparées. Salut, on est en visio. Alors, donc, rien à voir avec l'insertion ni avec l'intégration. Et donc, je vais souligner quelques éléments que je vous propose. C'est l'édition inclusive, c'est de l'édition ouverte avec des champs éditoriaux qui sont ouverts sur les altérités et les diversités, comprenant autant l'édition que les mondes du livre. Ce n'est pas uniquement l'édition en tant que telle. J'élargis le champ très largement parce que l'édition inclusive a cette capacité étonnante, extraordinaire, de reconfigurer le champ éditorial, le champ du monde du livre, profondément. Il s'agit d'ouvrir ces champs, de rendre visible et audible ce que le monde de l'édition dominante et hétéronome, c'est-à-dire capitaliste, à structuration verticale et monopolistique sur des bases extractivistes, pour utiliser des termes qui nous frappent de plein fouet depuis des années avec tout ce qui est du domaine de l'industrialisation. Le monde de l'édition est un monde qui est profondément industrialisé. Ce sont des processus d'exclusion, de domination et d'exploitation, ce monde de l'édition hétéronome, et qui rend invisible, qui invisibilise et rend inaudible et qui relègue dans les marges. Donc l'édition inclusive va à l'encontre de cela en rendant audible et visible ce qui est justement marginalisé ou minorisé. Nous sommes ainsi dans une dynamique disruptive d'ouverture de possibles, des imaginaires et de création d'autres modalités de faire livre, de diffuser ces créations. Tout ceci dans les domaines suivants, par exemple. Et ceci se mélange effectivement dans les pratiques et dans les ouvertures de ce champ de l'édition inclusive. D'une part, le domaine de la langue et des langues, les soi-disant langues mineures, ou plutôt minorisées. Il n'existe pas de langue mineure. C'est plutôt les processus de minorisation qui font qu'on accole ce terme. Les acteurs et les actrices, les auteurs et les autrices, les traducteurs et les traductrices, les lecteurs et les lectrices aussi sont mobilisés dans ce champ de l'édition inclusive. Le genre d'édition et de structure d'édition et de forme de collaboration, c'est là où on peut avoir des modifications profondes au niveau de la gouvernance des maisons d'édition, du champ de la diffusion, de la distribution et des librairies. Et ensuite, vous avez le champ de la diffusion plus largement, celui des territoires, c'est-à-dire quel est le rapport au local, en quelque sorte, et les lectorats, qui sont peut-être des champs qui permettent de transformer profondément le domaine. Donc, je passe la parole maintenant à tour de rôle à Alfredo, à Ulrika, puis ensuite à Rodney, pour leur demander ce qu'ils pensent de l'édition inclusive et comment eux l'envisagent. Alfredo, je te passe la parole. Muy bien, muchas gracias, C'est Emma. bien, merci beaucoup. Alors, j'aimerais réitérer mes remerciements pour cette invitation à participer aujourd'hui et à participer à Babelika. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai ressenti le besoin
de pouvoir réfléchir justement à l'édition inclusive en gardant à l'esprit que ce n'est pas un aspect très clair en fait. Nous n'avons pas beaucoup de clarté, ce n'est pas un concept bien défini dans la pratique éditoriale ou dans le monde du livre et de la lecture au Pérou. Oui, il y a des pratiques d'inclusion, bien sûr, euh, c'est-à-dire plus d'espace pour les auteurs et autrices de langue originaire, par exemple, comme le quechua, l'aymara au Pérou, ou des langues amazoniennes qui sont très nombreuses en réalité et qui sont parlées au Pérou, mais par des populations, disons, minoritaires. la mayor muestra de Et je cómo pense que ça doit être vraiment le meilleur exemple de la manière dont l'édition inclusive peut se manifester, en tout cas ici au Pérou. Donc, comme je le dis, je pense que c'est une pratique qui existe, mais on ne l'a pas bien définie euh, comme on en parle aujourd'hui. Et je pense que cela me permet euh, de mettre ce débat ou cette réflexion sur la table et de l'emmener avec moi au Pérou, d'en discuter au Pérou pour essayer d'identifier les espaces où on pourrait mettre l'accent sur ce type d'édition. Parce que, au moins pour ce qui est du Pérou, aujourd'hui, c'est plus simple d'éditer des livres. C'est plus facile de publier des livres aujourd'hui que par le passé. Mais où sont les difficultés? Eh bien, les difficultés sont intimement liées à la question de ressources financières, bien sûr, et à la circulation des œuvres. En outre, nous avons aussi un problème d'accès aux livres et à la lecture, et donc à l'écriture. Et puisque il n'y a pas de pratique à ce niveau-là, les personnes n'ont pas la capacité ensuite d'organiser un travail éditorial de base, vraiment. Les grandes maisons d'édition, et beaucoup d'entre elles, pas seulement au Pérou d'ailleurs, font un travail éditorial presque identique à celui de toutes les maisons d'édition. La seule chose, c'est que nous passons d'édition artisanale à édition plus industrielle, simplement parce que l'on utilise, par exemple, des machines et des imprimantes industrielles. Mais cette capacité d'analyser les textes, de les étudier, je pense que pour nous, ça reste encore la difficulté la plus importante pour toutes ces personnes qui ne font pas partie du circuit et qui ne peuvent pas donc s'approcher facilement du monde de l'édition. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui vont dans des écoles, qui se rendent dans des communautés pour partager leur expérience, pour expliquer comment publier des livres, justement. Mais c'est très difficile, bien sûr, à cause de tout cela pour l'édition d'être assimilée par la population pour que les citoyens puissent publier leurs propres textes, justement. En outre, c'est vrai que d'un point de vue financier, c'est beaucoup plus simple aussi. En plus, nous essayons vraiment de nous concentrer sur des matériaux réutilisables. Donc, ce n'est pas nécessaire d'utiliser énormément de ressources pour publier un livre. Ça, c'est notre objectif en tout cas. Mais pour revenir à l'édition inclusive, comme je le dis, ce n'est pas
quelque chose qui est très clair, bien défini. Et donc, j'imagine que ce n'est pas un point sur lequel on a beaucoup réfléchi, mais c'est tout de même une question transversale. Parce que ce que l'on recherche finalement, c'est de donner plus d'espace, plus d'environnement à tout le monde. Moi, je suis à Lima, ici, la capitale du Pérou, et donc, d'une certaine façon, c'est plus facile d'avoir accès à différentes ressources, que ce soit des bibliothèques, des librairies, alors que en dehors des grandes villes, le développement éditorial et l'accès à des bibliothèques sont beaucoup plus difficiles. Et donc, il y a certaines pratiques de lecture et d'écriture qui ne se développent pas de manière adéquate dans ces régions. En outre, pour nous, nous essayons justement d'atteindre ces espaces. Nous essayons de montrer aux gens dans ces régions que publier des livres, ce n'est pas si difficile. Ce n'est pas quelque chose qui vient de personnages illuminés et complètement distants, qui sont tout en haut de la communauté. Pas du tout. Eux aussi peuvent faire partie de ce monde, justement et de cette façon construire leur propre bibliothèque lorsqu'il n'y en a pas. Alfredo, je t'arrête là pour l'instant. Et puis, je vais passer la parole à Ulrika, puis tu reviendras effectivement dans la deuxième partie de notre table ronde. C'est gentil, merci. Ulrika, je Ouais. t'en prie. Merci Alfredo, c'est super intéressant. Merci aussi de m'avoir invité à la table ronde et aussi merci pour cette super introduction sur l'inclusivité dans l'écriture et dans les livres. Moi, je voulais commencer par dire déjà que je vais parler du livre Collectif des Orchidées. C'est un collectif qui compose 70 personnes et que moi, je ne vais pas porter une parole hégémonique du collectif. Évidemment que je vais parler du point de vue de mon positionnement actuel. Et puis aussi en lien avec les discussions qu'on a eues avec les camarades autour du livre tout au long du processus. Voilà. Pendant cette table ronde, je vais aussi parler en langage inclusif, en tout cas langage inclusif dans la langue française, parce que pour nous, c'est aussi super important et essentiel d'ancrer dans la réalité et dans le quotidien le langage inclusif et les notions d'inclusivité, et puis aussi pour porter les théories et en fait incarner les théories qu'on défend. Et pour répondre à ta question par rapport à ta définition, pour nous, je dirais que principalement, c'est une question d'autonomie et de mainmise sur le projet face à une industrie du livre qui perpétue des mécanismes capitalistes, coloniaux, validistes, aussi face à une industrie qui délègue en fait à des spécialistes. Donc c'est très élitiste en fait comme manière de partager du savoir. Et puis c'est également une manière de lutter contre la censure, visible ou pas visible, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que voilà, la censure, c'est dans notre temps, etc. Alors que malgré tout, la manière dont le livre est fabriqué, la manière dont les choix éditoriaux, les choix aussi de traduction, etc., il y a beaucoup de censure invisible et j'ai l'impression que c'est important de lutter contre ça aussi. Et évidemment, c'est essentiel d'arrêter les dynamiques de réappropriation et d'extraction, comme tu disais, de vie, de lutte, de culture pour enrichir un capital financier ou un capital social et culturel d'une maison d'édition. Voilà, je dirais ça pour l'instant. Merci, Ulrika. Rodney, je te passe la parole sur l'inclusion. Tu as fait un très beau texte sur la difficulté de définir ce terme. Oui, merci beaucoup. Merci à l'Alliance. Merci à Jean-Richard, à Laurence. Merci à Alfredo. Merci à Ulrika. Excusez-moi, je commence par dire merci. Je pense que c'est comment il faut commencer parce que si nous sommes ici, il faut qu'on dise peut-être merci. Parce que moi, je ne devais pas être parmi vous. Je suis un Haïtien
vous voyez toutes les difficultés auxquelles Haïti fait face. Des gens comme moi ne sont pas souvent invités dans les débats pour parler de ces choses-là dont on parle. Et souvent, je me sens en flagrant délit de privilégié parce que je pense que les Haïtiens sont en train de chercher à s'abriter contre les gangs armés. C'est ça la majeure partie de la population est en train de faire. Et moi, je vis à Montréal. Donc, regardez, je suis chez moi, j'ai un bureau, je travaille, on réfléchit sur le monde. Donc, c'est un certain nombre de privilèges que j'ai et que vous avez, que nous avons en commun. J'ai entendu Alfredo et je comprends tout ça. Mais nous sommes d'abord en situation de privilégiés parce que la majeure partie de nos populations n'ont même pas accès à nos livres. Donc, je remets en cause mes propres privilèges en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, et en tant qu'éditeur issu des classes populaires, c'est-à-dire des gens comme moi ne sont pas en édition, ils sont en maçonnerie, ils sont en etc. Et j'aimerais saluer Leg Édition que je vois qui est là, on fait partie de la même mouvance, c'est-à-dire que pour nous, l'inclusion, c'est peut-être un accès à la citoyenneté pour simplement devenir des êtres humains. C'est-à-dire des gens comme nous, donc là où je suis, je parle peut-être comme Ourika de manière collective, c'est-à-dire on n'est pas considéré comme des êtres humains. On est considéré souvent comme des sous-personnes. Donc l'accès à l'écriture, c'est un privilège, mais c'est un privilège pour dire une seule chose, c'est pour nous donner accès à la dignité et c'est pour devenir une personne humaine, c'est-à-dire nous donner et accès à la beauté du monde. Et c'est pourquoi, dans l'édition que je fais, ce que j'essaie de voir, c'est quel privilège qu'on a, qui d'habitude qui écrit des livres, qui d'habitude lit des livres. Et moi, j'aimerais bien inverser le processus. D'abord, dans notre vision du monde, en vision centre-périphérie, pour moi, il n'y a pas le centre. Le centre, c'est là où je suis. Donc, le centre, pas à partir de moi, pas à partir de Londres, pas à partir de Paris. Le centre, c'est là où je suis. Si je suis dans un village de Port-au-Prince, c'est ça, le centre. Et cet accès à l'humanité, c'est important pour moi parce que la périphérie n'a pas d'accès à l'humanité. Et le livre est un grand porteur, est le plus grand porteur d'humanité. Tandis qu'à la périphérie, ce qu'on pense, on pense que tous les Haïtiens, tous les Sénégalais cherchent de l'eau, cherchent à manger. Donc, ils n'ont pas, le livre n'est pas un besoin essentiel. Et je pense que le livre est un besoin essentiel. Et moi qui vis ici, dans un milieu qu'on dit G7 comme le Canada, et ne vous inquiétez pas, même dans les milieux G7, il y a un sous-main. Si vous écartez les grands buildings, vous allez voir, par exemple, ici au Canada, des réserves indiennes. Les réserves, c'est un lieu de détresse humaine. Vous allez voir de la pauvreté, vous allez voir des communautés qui n'ont pas droit à la parole, des communautés de réfugiés, des communautés d'immigrants. Donc, pour nous, ça nous intéresse beaucoup de donner la parole et de simplement redire, pour finir, un poème de Joséphine Bacon, qui est une auteure inouïe qu'on publie, qui dit « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivant d'un récit qu'on ne raconte pas. » En fait, pour nous, c'est vraiment essayer de raconter les récits qu'on ne raconte pas, parce que je pense qu'il y a une hégémonie de l'édition qui fait qu'on raconte les mêmes récits et Goncourt consacre souvent les mêmes récits, sauf à de rares exceptions. Merci. Merci, Rodney. Alors, une fois qu'on a un peu défriché ce terrain de l'inclusion, on va maintenant passer dans la deuxième phase, ensuite une ouverture au dialogue avec nos participants à cette table ronde sur votre activité propre, comment s'incarne au fond ce que vous venez nous décrire dans votre activité locale, précise, vos réseaux,
vos créations, vos inventions. Et je vais donner la parole maintenant à Alfredo pour parler d'un domaine qui est très particulier et qui est passionnant. C'est celui des cartoneros, qui est un mouvement qui existe depuis 15 ans, je crois, sauf erreur, voire plus, en Amérique latine. Il y a une maison, je crois, en Espagne qui s'est lancée dans ce domaine. Juste, pardon, juste une petite parenthèse, il y a au Brésil un autre mouvement qu'on aurait voulu l'aborder, mais on n'a pas pu. C'est celui la littérature des cordelles, c'est-à-dire une littérature qui est très proche des cartoneros, mais qui est beaucoup plus ancienne, 50 ans d'existence de petits ouvrages fabriqués de manière très artisanale. C'est le côté artisanal, mais le métier d'éditeur est un métier d'artisan avant tout. On n'est pas des producteurs de standards, on est dans la création. Donc, je donne la parole à Alfredo pour nous parler de ce mouvement passionnant qui a vraiment essaimé à travers toute l'Amérique latine, qui a commencé en Argentine. Et nous parler précisément de justement comment on touche les populations autres pour avoir accès aux livres, à l'écriture, à la lecture. J'aurais une question à te poser, Alfredo, par rapport à la langue. Est-ce que les langues autochtones au Pérou sont reconnues? Est-ce qu'elles sont enseignées? Ce sera aussi une question que je poserai à Rodney concernant les langues autochtones. Ou est-ce que ce sont des langues comme on trouve ailleurs qui existent parce qu'elles sont parlées, qu'elles font le tissu même des sociétés et des populations, mais est-ce qu'elles sont reconnues? Alors, Alfredo, je te donne la parole maintenant pour cette deuxième partie. Gracias, gracias, Jam. Para ir directamente a tu Merci pregunta. déjà, merci. Alors je vais répondre directement à la question. Pour ce qui est des langues qu'on appelle chez nous les langues originaires, donc là je vous parle du quechua, de l'aymara et d'autres langues de l'Amazonie, eh bien oui, elles sont reconnues. Il y a une politique d'État qui vise à promouvoir davantage ces langues et à du moins s'assurer que les personnes qui parlent ces langues aient davantage accès aux services publics dans leur propre langue. Ça, c'est un travail qui a débuté ces dernières années. Il a débuté également dans le secteur de l'éducation. Là où l'on parle ces langues que j'ai citées, ces langues bien différentes de l'espagnol, on tâche également de faire en sorte qu'il y ait des professeurs, des enseignants bilingues. Et donc, l'idée, c'est que l'enseignant, l'enseignante ne parle pas seulement l'espagnol, mais que dans les Andes, par exemple, la personne puisse parler le quechua. Cela pourrait être donc le quechua ou l'espagnol qui serait la langue parlée. Et dans le cas des langues de l'Amazonie, comme je vous l'ai dit, ce sont des langues qu'on dénombre à plus de 30, si je ne m'abuse. Et en tout cas, dans ces cas-là aussi, on essaie de faire en sorte que les étudiants et étudiantes et professeurs puissent connaître ces langues également, celles des populations de ces zones géographiques, parce qu'on travaille beaucoup sur cette question de l'interculturalité au Pérou. Dans le cas des cartoneras, maintenant, venons-en à ce cas. Eh bien, je peux ajouter un fait. Moi, je suis éditeur de livres cartoneros, mais aussi de livres plus classiques. Et donc, pour moi, c'est un travail qui est complémentaire à l'autre. Ces deux façons de travailler sont complémentaires. Très souvent, je travaille sur des livres pour des étudiantes, des étudiantes. Et on a une difficulté quand on produit des livres pour des écoles parce que on n'a pas toujours moyen de toucher tout le monde. Et le livre Cartonero me permet d'avoir une approche plus dynamique, plus créative pour atteindre des personnes qui seraient exclues des livres plus classiques. Ça me permet
de faire en sorte que ces personnes soient impliquées dans la création du livre lui-même. Elles vont parfois illustrer le livre, en dessiner la couverture. Et ça leur permet également de comprendre quel est le processus derrière la création d'un livre à ces personnes. Et là, elles ont cette vision de tout le processus. Elles comprennent l'effort représenté par un livre, et pas seulement l'effort économique, en fait, pas du tout, non. L'effort concret de réflexion, d'action physique pour créer un livre. La réflexion aussi de se dire qui je veux toucher avec mon livre et quelles idées, quelles valeurs je veux transmettre par le biais de mon livre. Très souvent, on se rend compte que les personnes qui sont exclues de la lecture veulent parfois mettre en avant l'histoire de leur peuple, de leur village, de leur commune. Et elles se rendent compte, ces personnes, que beaucoup de ces informations sont perdues parce qu'elles ne sont pas toujours mises en avant, notamment dans le monde du livre. Et donc ça, c'est un outil aussi, les Cartoneros, pour toucher des personnes différentes par rapport à l'édition traditionnelle. Alfredo, Et je peux t'interrompre juste une seconde? Peux-tu expliquer concrètement ce que c'est un cartoneros? Un cartonero. Qu'est-ce que c'est au fond comme objet, livre, mais pratiquement, Sí. puisque tout le monde ne le sait pas. Ne le sait pas. Aprovecho además para invitarlos a la oui, j'en siguiente. profite aussi pour vous inviter aux échanges par la suite où il y aura des cartoneras, des femmes qui ont fait des livres de ce genre qui pourront participer avec nous. Une autre table ronde, ouais. Materiales reutilizables. Donc, en tout cas, ces livres et ces maisons d'édition de Cartoneros, ce sont des maisons d'édition qui produisent des livres produits avec des matériaux recyclés. Donc ici, on crée un livre de façon artisanale et ce sont des personnes qui participent à un atelier, à une forme de production collective qui produisent ce livre. Et ça, c'est le livre Cartonero. Mais quelle est sa véritable valeur? Elle n'est pas cette valeur dans l'objet en lui-même. Non, elle réside plutôt dans la capacité de la production à faire en sorte que chaque personne soit capable de créer un livre. Qui n'a pas de livre et crée son propre livre élimine cette barrière qui peut être ressentie. L'idée de dire je ne possède pas de livre et donc je n'ai jamais écrit de livre non plus et donc on ne m'entend pas, on n'entend pas mon point de vue. Et comme le disait Ulrika, ici c'est vraiment la question de l'autonomie qui se pose. On ne va pas attendre que l'État publie des livres et nous les rende disponibles. On ne va pas attendre qu'il y ait une bibliothèque publique construite près de chez nous. Là, non, on se base directement sur l'envie, sur la motivation. Et quand on a fait cet atelier, on se dit, oui, je suis maintenant en capacité moi-même de faire un livre en utilisant une forme d'art, en utilisant mes propres mains, je peux transmettre un message, transmettre la mémoire des personnes qui étaient là avant moi, si je le veux. Je peux créer un livre qui est le mien, qui est celui de la personne derrière ce livre. Et ça, c'est une façon pour moi de résumer ce dont il s'agit avec ces livres Cartoneros. Mais je dois dire qu'il y a différentes maisons d'édition qui publient ce genre de livres. Certaines sont plus ancrées dans la politique, d'autres travaillent davantage avec les milieux scolaires. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'écoles au Pérou qui ont des maisons d'édition Cartoneras. Et donc, ce sont les enseignants, enseignantes qui s'organisent pour que ces livres élaborés par les étudiants ne soient plus des... Pardon, mais l'interprète se corrige, que les productions, par exemple les essais ou les dissertations des étudiants ne soient plus des feuilles mortes jetées au vent, mais puissent être compilées et puissent être lus par la suite, par exemple par leur famille ou leurs proches ou des amis. Et donc l'idée, c'est aussi de faire un livre plus vivant, avec plusieurs vies, de donner aux écrits plusieurs vies et d'autres possibilités en termes de diffusion. Et je vais essayer de ne pas prendre trop de temps avec mon intervention,
Et je vais donc vous donner deux exemples sur lesquels nous avons travaillé. Ce sont deux projets. D'abord, des livres Cartoneros en braille. Premier projet. Ça fait partie d'un festival du livre Cartonero qui s'est tenu à Lima, auquel on a participé. Et l'idée, c'était de voir que l'édition de livres en braille est encore difficile au Pérou. C'est encore très compliqué de pouvoir publier en braille chez nous. Et donc, nous avons mené un effort de coordination avec différents organismes pour participer avec nous à ce projet. L'idée, c'était de faire des cartoneros en braille, mais pas seulement. Nous voulions également inviter toute personne qui avait des incapacités visuelles à faire partie de cette création, de cette élaboration du projet. Et dans ce cas-là, c'était des personnes malvoyantes qui ont cousu leurs livres elles-mêmes, bien sûr avec le soutien d'un ou d'une bénévole, mais le ou la bénévole ne cousait pas elle-même le livre, non. C'était la personne malvoyante qui le faisait. Et donc là, véritablement, on donne cette possibilité à une personne de faire un livre. Très bien, mon sens de... J'ai des problèmes avec la vue, mais pour autant, je suis quand même capable de créer ce livre. Je suis quand même en capacité d'élaborer cette œuvre. Ça, c'est un projet que nous avions dans les tuyaux depuis 2019, qui s'est tenu depuis 2019 avec l'aide de la Bibliothèque nationale du Pérou notamment. Et maintenant, mon deuxième projet, ici au Pérou, nous avons proposé des ateliers de livres cartonero dans les prisons. Et là-bas, on a vu que les personnes en prison avaient la capacité d'écrire et de créer, mais ne voyaient pas comment traduire ces textes sous forme de livre. Parce que dans leur idée, un livre, c'était un objet classique. Ils avaient une vision traditionnelle du livre. Et donc, on a voulu leur montrer notre pratique de production cartonera. Ça, par exemple, c'est un livre qui a été créé en prison. C'est, comme vous le voyez, du carton. La couverture ici. Voilà. Vous l'avez sous sa forme originale quand je la mets dans le sens. Et vous voyez à l'intérieur les textes des personnes incarcérées, privées de liberté dans ces prisons. Et ici, on leur a montré, vous êtes capable de faire ces livres, vous-même. Et pourquoi nous voulons faire ça? Parce que ces personnes n'ont pas de ressources en termes d'argent déjà pour imprimer des choses. Du carton, si. Je vous jure qu'on en trouvait beaucoup dans cette prison. Et nous n'avons pas eu de difficultés avec ces personnes pour travailler avec des aiguilles, des petits couteaux pour couper le papier. Ce n'était pas ça la difficulté pour créer le livre. La difficulté, c'est simplement qu'ils n'avaient jamais eu accès à cette expérience ou à cette connaissance de leur capacité de faire un livre différemment. Et on voit qu'il y a différents types de livres, différentes manières de faire des livres. Et là, ça permet de casser cette dynamique classique du livre, ce schéma mental figé qui dit un livre, c'est ça. Non, on peut le faire autrement. Et on a pour cela également pu leur montrer le travail d'autres cartoneras. Et ce n'est pas parce que c'est un livre en carton que ce n'est pas un livre. Ok, Et voilà, ça, ce sont les deux projets qu'on a menés à bien, merci bien, sur lesquels nous avons travaillé. Alfredo. Je Este passe es la un libro parole. de docentes, que también. Oui, je vous montre juste ce livre qui a été produit par des enseignants aussi, des D'accord, enseignantes. Voilà, merci beaucoup. merci Je vous bien. remercie à tous et à toutes. Alors, je passe la parole à Ulrika pour le projet Orchidée contre béton armé, avec plus d'une 70 personnes qui ont participé à ce projet. Merci Jean. Bon, je vais montrer le livre rapidement. Et puis tu veux montrer à l'intérieur aussi. Alors,
Est-ce que je montre dans... Voilà. Bon, voilà, merci beaucoup c'était trop intéressant de parler de Cartoneras. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire, c'est évidemment en contexte suisse, contexte occidental. C'est vrai que faut pas prendre les mots de la même manière que si on était en Amérique latine, par exemple. Et que, voilà, moi je parle du point de vue des luttes ici, qui évidemment sont connectées et aussi internationalistes, mais qui restent ancrées en Europe, quoi. Moi, je vais commencer par parler du processus du livre d'abord, parce que pour nous, le processus, on a essayé de le faire le plus autonome possible. Et moi, je vais vous raconter un peu comment on a fait et comment concrètement, dans la réalité et en Occident aussi, on peut publier un livre en faisant partie d'une lutte et que ça soit dans les librairies. Voilà. Euh, Parce que, enfin, je voulais rappeler que ce que je disais au début, si on sort, le processus est méga important aussi à raconter parce que si on extrait l'objet du livre de son environnement, de son histoire, du contexte, c'est rapidement récupéré à des fins commerciales, esthétiques ou morales. Et puis voilà, donc moi j'insiste sur la question du processus. Je vais faire un tout petit résumé du contexte de ce livre. En fait, ça parle de la ZAD de la Colline. Donc, c'était une occupation qui a duré 6 mois sur les dernières terres d'une montagne en Suisse qui est exploitée par la Fargelcim. Donc, c'est un des plus grands cimentiers mondiaux et un des plus grands pollueurs mondiaux et exploitants aussi dans le sud global. Donc, sur un front, la lutte, elle était d'occuper physiquement la montagne. On a créé tout un village de zéro. Et puis, ça a été une lutte qui a aussi une grande mixité en termes de classe, en termes de race, en termes de genre. Et voilà, c'était une lutte très importante il y a 2 ans, en tout cas dans le contexte politico-social suisse. Et puis, sur un autre front, c'était aussi montrer à la population qu'ont d'autres réalités de vie, d'autres manières de vivre le commun, d'habiter la terre. Il y avait une grande connexion aussi avec la population, une ouverture aussi au monde, euh, aussi pour voilà, essayer de montrer qu'il y a d'autres possibilités et élargir un peu des visions et ouais, des visions pour le futur ou pour le présent. Enfin, il faut qu'on ancre dans le présent nos idéaux, même qu'on partage ici maintenant tous et toutes ensemble. Euh, donc pour nous, déjà, publier ce livre, c'était publier enfin, toute une multitude de textes et de créations depuis notre voix, depuis nous, les personnes qui ont vécu cette lutte, qui ont vécu la répression, qui ont vécu tout ce que ça a engendré comme création, comme vécu, comme émotion, etc. Et pour nous, c'était déjà super important de parler depuis notre point de vue, depuis notre positionnement, parce que cette ZAD, et comme beaucoup d'événements en termes de militantisme, ça a été beaucoup médiatisé dans la presse, ça a été beaucoup repris pour des projets artistiques, ça a même fini dans des musées. Enfin voilà, ça a été beaucoup récupéré. Et pour nous, c'était essentiel, 2 ans après l'évacuation, de juste montrer à tout le monde, mais en fait, ça, c'est notre voix. C'est important de vous dire aussi, au-delà de tous les médias et tout ce qui a été partagé, et tous les stéréotypes qui en génèrent, en fait. C'est ça qui continue de générer les stéréotypes et les visions très binaires de la société. Voilà. Et pour nous, c'était essentiel de présenter au monde un peu nos positionnements. Et donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, c'est important de dire aussi que ce livre a été réalisé par plus d'une quarantaine d'auteuristes, graphistes, illustratrices, dessinatrices, photographes, et c'est que des personnes qui ont vécu sur la ZAD. Donc pour nous, c'était aussi méga, méga important d'avoir que la réalisation du livre de A à Z quasiment soit réalisée par des personnes du collectif et justement se dire, en fait, c'est pas grave si on n'est pas des spécialistes, on peut aussi réussir à créer un livre, on peut aussi euh, publier un livre qui soit peut-être pas aussi, on va dire, parfait selon les normes de l'industrie du livre, mais qui en fait montre d'autres possibles. Euh, voilà. Et puis, pour parler en 2 mots du lien avec
la maison d'édition. C'était aussi super parce qu'on a eu carte blanche totale sur le choix des textes, sur le livre, jusqu'à l'étape de l'impression et de la correction. Donc ça, c'était déjà pour nous une preuve de confiance aussi, d'autonomie. Et puis en fait, le livre est paru mars dernier, mais c'était 2 ans après l'évacuation de la ZAD. Et puis les éditoristes sont venus sur la ZAD nous soutenir, nous ont offert des livres pendant l'occupation. Donc en fait, il y a déjà eu un rapport humain avant que ça soit un rapport collaboratif, etc. Donc ça, c'était vraiment important. Et maintenant, je vais parler un petit peu du langage et comment nous, on a utilisé le langage, l'inclusivité en termes voilà, de lexique ou de manière de parler. Donc, on a déjà utilisé des langues inclusives en langue française. Donc, dans le livre, il n'y avait pas que des textes en langue française parce qu'il y a aussi des autoristes qui venaient d'ailleurs et on a décidé de ne pas traduire les textes parce qu'on voulait les laisser en langue originale. Mais en tout cas, les textes principaux, enfin, la plus grande partie des textes ont été écrits en français. Et puis, on a décidé de l'écrire en écriture inclusive. Mais on a fait une expérimentation où, en fait, chaque auteuriste pouvait choisir sa manière d'écrire. Donc, on a une multiplicité de manières d'écrire. Chaque personne a essayé d'imaginer comment inclure les questions de genre, les représentations de genre, de classe, et comment en fait sortir de l'élitisme de la littérature, comment on peut aussi contrebalancer le nord. Pardon? Pardon? C'était un micro qui n'était pas coupé. Ah, d'accord. Ok. Ok. Ouais. En fait, on a essayé au maximum à travers voilà, le langage et la manière de s'exprimer à travers les pages, de ne pas reproduire des schémas de domination, des violences patriarcales, parce que malgré nos bonnes intentions, on perpétue toujours des schémas. Et puis c'est pour ça que pour nous, c'était aussi important de le dire qu'en fait, ce livre, c'est une expérimentation. Chacune ex a pu tester son écriture inclusive. Et c'est aussi une manière de dire qu'en fait, c'est pas blanc ou noir, c'est pas binaire. On a beaucoup de possibilités, on peut aussi faire les choses autrement. Et puis voilà. Et la dernière partie que je voulais aborder, c'était l'accessibilité aussi, parce que, comme vous le disiez très bien, les deux avant, c'est toujours voilà, la littérature, le livre, même de manière générale, les personnes qui pensent la politique, les personnes qui sont en fait au devant de la scène et qui sont voilà, écoutées, comme tu disais avant, c'est toujours les mêmes personnes qui font partie des schémas, des dominants, donc en termes de livres, c'est souvent une classe voilà, très élitiste, voire bourgeoise. C'est souvent un peu l'intelligentsia par excellence, peu importe le bord politique en fait. Et puis, pour nous, c'était super important aussi de déconstruire ça, de montrer en fait, on peut être en librairie, mais il y a des personnes dans ce livre qui enfin, ne savent même pas, par exemple, lire, ne lisent pas, mais ont quand même réussi à s'exprimer d'une manière. On a essayé d'inclure aussi nos voix, en fait, qui sont trop souvent silenciées. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont participé qui voilà, ne font pas partie de cette classe, ce sont des personnes qui sont rejetées par la société, exploitées, etc. Et c'était pour nous aussi super important de montrer aussi en Suisse et en Europe que, en fait, la domination, elle là aussi, les structures de pouvoir détruisent aussi ici des vies et la terre. Donc pour nous, c'était essentiel aussi d'exprimer ça à travers le livre. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Je réfléchis 2 secondes, désolée. Ouais, je sais pas. Tu as envie de rajouter quelque chose? Simplement, par exemple, par rapport à la langue inclusive, on a environ 5 ou 6 normes créées par les écrivains et les écrivaines. On a fait un travail de harmonisation dans le texte lui-même, mais pas à travers tout le livre. Ça, c'est important. Et puis, ce qui est passionnant dans cet ouvrage, c'est que
cette prise en main de l'entièreté du processus, y compris la mise en page, le graphisme, tout ça. Alors, avec une discussion en permanence avec nous, qui les avons accompagnés en quelque sorte. Ouais. Et puis on a aussi à la fin du livre pris beaucoup de temps à écrire un glossaire pour expliquer, selon notre point de vue, les mots qui peuvent parfois être très faisant partie du jargon militant ou très sociologique ou très académique en fait, parce que voilà, ça fait partie du jeu, il faut savoir bien parler, etc., ou bien écrire. Et nous, on a décidé à la fin du livre de faire un glossaire qui explique tous ces mots pour que ça soit le plus accessible possible à tout un chacun. Et puis c'est merveilleux aussi la réception du public parce que au vu de la pluralité de l'ouvrage, beaucoup de personnes ont trouvé un peu l'inspiration à travers sous de multiples formes. Et c'est très intéressant aussi d'avoir des échanges parce qu'à la suite de l'apparition du livre, on a aussi des échanges, soit dans des librairies, soit avec des personnes. Et même dans les bibliothèques municipales, le livre y est, dans beaucoup de librairies. Donc c'est super aussi d'avoir l'échange, le processus aussi suite à la diffusion et le processus qui va ensuite, après l'objet même de l'apparition du livre. Et, ok, voilà, merci Eureka. Rodney, Merci. je te donne la parole maintenant. Peut-être en mettant un peu l'axe. Ta maison d'édition Mémoire d'Encrier est ouverte à la diversité des expressions littéraires et des imaginaires. Et le monde entier se trouve réuni là où tu te trouves, pour ensuite essaimer à partir de là. Mais il y a une expérience très importante et essentielle, c'est ta pratique aussi de travail avec, je ne peux pas réduire Mémoire d'Encrier à cela, mais je pense que le travail que tu as initié il y a quelques années maintenant, je crois que ça a commencé, tu me diras peut-être si c'est correct, en 2008, avec la publication d'ouvrages d'auteurs et d'autrices de langue autochtone, de milieu autochtone. Et la manière que tu as abordé ce sujet-là, cette pratique-là, différenciée de celle qu'on trouve de manière académique, qui est un travail d'appropriation en quelque sorte, et de nier, sous le couvert de publier justement des productions autochtones, et de standardiser même ces productions. Et toi, tu as une autre approche totalement différente qui remet en question cela. Et je trouve ça passionnant de mettre en avant. C'est qu'une partie de ton travail. Merci beaucoup, Richard. Donc, moi, Jean, j'allais dire Jean-Richard et puis non, mais Richard, Richard est sorti. Et je suis très content de tout ce que j'entends là. Et moi, je suis un petit peu un homme désespéré, déçu. Et je suis entré là dans la littérature parce que je voulais faire la révolution. Et donc, j'ai échoué. Donc, j'ai pas pu. Ce que j'appelais la révolution, j'ai pas pu. Et l'une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est l'inégalité. Donc, et la misère, l'inégalité, l'exploitation. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Je suis élevé en Haïti et il y a eu toute forme en fait, je veux dire, toute forme de misère, toute forme de détresse en Haïti. Je les ai constatées. Et j'ai rêvé toujours de révolution. Pour moi, la littérature devait changer la vie. Et j'étais tellement désespéré, j'ai choisi l'exil. J'ai choisi de m'exiler. Et le plus facile pour moi, c'était le Canada, où j'avais des gens, où j'avais du monde. J'avais ma grand-mère qui vivait au Canada. Et ma grand-mère, c'est Contita, qui vivait au Canada. Et je suis venu au Canada en 2001. Avant, j'avais étudié à l'Université Laval. Donc, et je viens au Canada. Et pour moi, c'est un pays riche. Donc, je viens au Canada. Et quand je viens au Canada, j'ai découvert par hasard ce qu'on appelle les réserves.
les réserves autochtones et ça m'avait complètement déçu parce que c'est comme si je fuyais la misère haïtienne. Et ce que j'ai trouvé ici dans les réserves, c'était plus difficile que la misère que j'ai trouvée en Haïti. Ce que j'ai trouvé, c'est la détresse. Et j'ai compris une chose qui était peut-être très simple, c'est que l'Occident qui produit la richesse a aussi une manière de produire la pauvreté qui est très complexe, mais qui est très douloureuse. C'est-à-dire que tu peux voir toute la grande richesse, la production des milliards que l'on observe tous les jours, et à côté de cette production des milliards, il y a, à l'endos de ces milliards, il y a une couche de pauvreté qui est de la détresse humaine. En Haïti, c'est la pauvreté. Si les enfants mangent, ils vont danser. Si on leur donne des livres et qu'ils vont être contents, mais dans une réserve indienne, c'est la détresse. Avec la détresse, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, c'est comme si il y a une impuissance. Et c'est là que va rentrer les Autochtones. Les Autochtones vivaient dans des réserves. Les Autochtones n'étaient pas des citoyens canadiens. Jusqu'aux années 70, les Autochtones relevaient du ministère de l'Immigration. Donc, les Autochtones, c'était les Premières Nations et ils relevaient. Donc, et dans la littérature québécoise, quand on définissait la littérature québécoise, il y avait peut-être une petite phrase, il n'y avait même pas. La littérature québécoise était très québécoise, c'est-à-dire blanche. Blanche, de souche européenne et en excluant les autochtones. Naturellement, toute définition exclue. Donc ça, c'était très exclusif. Mais ce que ça excluait aussi, c'était les régions. La littérature était définie comme même pas Montréal, c'était le plateau Mont-Royal. C'est-à-dire, puisque les gens habitaient au plateau Mont-Royal, c'est une petite zone, c'est vraiment en fait, une dizaine de kilomètres. Et puis les gens disent toute l'intelligence de la planète ou bien du Québec, de la province, se retrouve là. Et si tu n'es pas là, tu es foutu. Donc, la littérature qui se passe en région, etc. Et les autochtones, comme c'était, en fait, moi, je pensais que c'était simplement en Afrique du Sud qu'il y avait la ségrégation, mais quand tu arrives dans une réserve, on appelle ça communauté, mais c'est vraiment la ségrégation. Parce qu'il y a un livre qu'on a traduit, et quand un autochtone, avant les années 70, les autochtones n'étaient pas et ne pouvaient pas aller à l'université. On ne savait pas ce que c'était l'université. Donc, l'université, dans le registre, ne savait pas comment accueillir un autochtone. Donc, dans un livre, Célia Song, dans un livre d'une autrice qu'on a publié, d'une autrice autochtone, et ce livre-là dit clairement que Célia, qui a fini son secondaire, ce qui est un miracle, Célia a écrit dans une université à Toronto pour s'inscrire. L'université dit oui, on vous accepte, mais on ne sait pas sur quel registre vous acceptez. L'université a été obligée d'écrire au ministère de l'Éducation pour demander comment accepter un autochtone. Et quand un autochtone rentre à l'université, ce que Naomi Fontaine, qui est une grande romancière, nous explique bien, l'université perd sa carte, l'autochtone perd sa carte d'Indien. Donc, c'était difficile. C'est-à-dire qu'il y a une civilisation qui est européenne, qui fonctionne. Donc, il y a une zone, une marge d'exclusion qui, une fois que tu traverses la frontière, tu n'existes plus en tant qu'autochtone. Donc, c'est une situation je dirais, de non-citoyenneté qui est très, très difficile. Donc, j'ai fait un livre en 2007, merci Jean-Richard, avec une Bretonne qui s'appelle Laure Morali, le livre s'appelle Aimititao, parlons-nous. Nous, à Mémoire en crié, je pense que pour respecter les gens, il faut d'abord respecter leur langue. Nos livres intègrent souvent la langue des gens. Les gens qui écrivent, ils écrivent dans leur langue. Même s'ils écrivent en français, nous, haïtiens, je pense qu'on écrit d'abord en créole. On le traduit en français. Parce que notre langue première, c'est le créole. Donc, il y a toujours, donc, dans les titres, il y a toujours, vous allez voir, comme Aimitita veut dire parlons-nous.
Donc, on l'a publié en 2007 et il y a un journaliste qui dit c'est un moment historique parce que parce que le livre, c'est quoi? C'est les autochtones qui parlaient aux écrivains québécois. Des écrivains autochtones ou prétendus écrivains autochtones, parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas, en fait, qui n'avaient pas écrit de livre, parce qu'en fait, nous, on a redéfini pour entrer les écrivains, les autochtones dans le cercle de l'écriture, il faut redéfinir l'écriture. Si vous ne redéfinissez pas l'écriture, si vous dites qu'il faut publier dans une maison d'édition reconnue 2 livres pour être écrivain, eh bien, vous n'allez pas rencontrer d'autochtones. Parce que eux, ils sont plus dans ce qu'on appelle l'oraliture. Donc, c'est l'écriture de l'oralité. C'est une littérature, mais orale. Ça se passe par la chanson, ça se passe par la voix. Donc, c'est-à-dire, si c'est l'Occident qui définit la littérature à partir de l'écriture d'un livre publié par une maison d'édition renommée, connue, etc., certifiée, donc on est foutu. Donc, on est obligé de transformer. C'est quoi? Et l'auteur aussi, c'est quoi l'auteur? L'auteur peut être quelqu'un comme Joséphine Bacon qui qui écrivait comme ça sur des bouts de papier, sur des bouts de carton. Après, on réunit ses textes. Mais elle parlait plutôt qu'elle écrivait. Elle définissait l'écriture comme la voix de ses ancêtres. Parce que les ancêtres ou bien les aînés, la voix des aînés ou la voix des ancêtres, ceux qui le précèdent, parce qu'elle est liée dans un temps et elle définit l'écriture en termes d'espace comme le Nuchimit. Le Nuchimit, pour eux, pour elle, c'est l'intérieur des terres. C'est comment circuler, c'est l'intérieur des terres. Et c'est peut-être très difficile aussi, parce qu'avant, les Autochtones étaient des nomades. Je parle avant, c'est-à-dire ça fait même pas 70 ans, c'était des nomades qui nomadisaient, qui changent à fonction de la saison, ils nomadaient, ils changeaient de terre, ils changeaient etc. Donc, c'est difficile de définir l'écriture dans ce contexte-là. Et quand on a des auteurs qu'on publie, comme Anantan Kapesh, qui écrit un livre fabuleux qui s'appelle Je suis une maudite sauvagesse, le livre est publié chez nous en 2 langues, à la fois en Innu Aimun et en français, parce qu'elle l'a écrit en Innu Aimun et ça a été traduit par une Québécoise, son amie Souchai, qui lui a beaucoup aidé. Donc, et c'est ça pour nous le combat. Le combat, c'est, aujourd'hui, je suis très heureux quand je vois qu'à Mémoire en crié, on publie Naomi Fontaine. Et Naomi Fontaine, ça veut dire, quand elle publie ses livres, ça veut dire 40-50 000 exemplaires. Donc, c'est beaucoup. Donc, ça nous met dans une position même qui est une position de privilégié, comme grand éditeur, etc. Parce qu'ici, on ne nous considère pas comme un petit éditeur, on nous considère vraiment comme un éditeur qui change le paysage éditorial québécois. Parce que quand on publie Joséphine Bacon en poésie, le premier tirage, c'est 5 000 copies, et on est sûr, les livres de Joséphine, c'est 15 000 copies qu'on vend. Pourquoi? En fait, parce que ce n'est pas simplement de la poésie. Ce qu'on produit, c'est l'humanité. C'est une humanité qu'on avait rejetée, qu'on avait exclue. C'est-à-dire, je suis en train, par la littérature, de raconter au Québec et au Canada sa propre histoire. C'est une histoire qu'ils avaient rejetée, mais c'est leur histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils découvrent dans la poésie de Joséphine Bacon? C'est le caribou, c'est la parole des aînés, c'est la mythologie qu'ils n'avaient pas enseignée. Donc, il y a un ensemble d'histoires qui sont leur histoire, mais c'est du refoulé littéraire qui revient. Mais j'aimerais bien ouvrir la parenthèse pour vous dire aussi d'autres conditions qui sont chez Mémoire d'en crier, parce qu'il n'y a pas simplement la condition autochtone, il y a la condition noire. On vient de publier un livre fondamental qui est le contrat racial. Parce que Rousseau a écrit le contrat social, tout le monde nous présente le contrat social, on met ça partout. Et il y a un jeune Jamaïcain qui va vivre plus tard aux États-Unis,
qui s'appelle Charles Mills, qui écrit un livre pour dire, mais en fait, il n'y a pas de contrat social. OK, il y a le contrat racial. Et ce qui fonde le monde, c'est la suprématie blanche. OK, c'est qu'on est blanc, on est blanc, on définit le monde. Et puis, et cette suprématie blanche n'a jamais été enseignée, et même la philosophie. Mais pour faire ce livre, il y a un problème. Il faut trouver un traducteur noir qui connaît la philosophie. En fait, ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est de très rares cas, chercher un philosophe, etc. On a acheté les droits. Mais ce livre, 25 ans après que ce livre a été publié, ce livre n'a jamais été traduit en français. C'est-à-dire, il y a un problème dans notre monde francophone, un problème de racisme grave. Le livre le plus important sur le racisme n'a jamais été traduit. Et ces mémoires d'Encrier, c'est moi, on va trouver ce livre, on va le traduire 25 ans. La question que je demande, que je me pose comme question, où est Seuil, où est Gallimard, où est Grasset, où est Albin Michel, où sont toutes ces grandes maisons d'édition qui s'occupent de traduction? Et ce livre a été un classique aux États-Unis. Donc, Mémoire d'Encrier a traduit ce livre. Mais pour traduire ce livre, il nous a fallu trouver un traducteur. Comment on a fait? On a trouvé quelqu'un qui fait du hip-hop, qui est un chanteur, qui est un Sénégalais, c'est Webster. Et puis, ce qui est un petit peu drôle, est que un slammer qui connaît bien Charles Mills, qui avait rencontré Charles Mills dans une conférence, et parce qu'on n'avait pas de traduction. Ce livre-là, c'était difficile pour nous. On ne savait pas comment le traduire. On a trouvé Webster qui était intéressé. Et il était entouré de deux femmes philosophes qui posaient des questions et qui aidaient Webster. Donc, dans la traduction, dans la révision de la traduction. Ce que je pense qui est intéressant. Maintenant, on a traduit le livre est publié ici à Montréal, le livre a eu beaucoup de succès. Le livre est publié en France, il y a eu beaucoup de succès. Il y a 5 grandes maisons d'édition en France qui veulent acheter le livre pour mettre ça en poche. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis obligé simplement de leur dire non. Parce que le livre était là il y a 25 ans, et puis tout de suite, parce que la difficulté qu'on est en train de vivre, quand on fait quelque chose et on publie les autochtones, et puis comme ça, c'est devenu à la mode, et tous les éditeurs français nous appellent pour dire on veut publier Naomi Fontaine, on veut publier Joséphine Bacon, même quand nous, on les diffuse là-bas. Je pense que c'est important éthiquement que nous gardons. Donc, nous disons non aux grands éditeurs du Nord qui veulent prendre ces voies-là. Et même chez Seuil, si vous voyez, il y a maintenant ce qu'on appelle les voix autochtones. Rodney, juste une seconde. Il y a Aurica qui doit s'en aller maintenant, elle a un train à prendre. OK. Elle vous salue bien. Merci, Aurica. Merci. Merci bye bye. Merci Merci. beaucoup, merci. Merci beaucoup. OK. J'en profite, excuse-moi, j'en profite pour te dire qu'il reste maximum 8 minutes. D'accord. Il faudrait passer la parole aux personnes qui nous écoutent s'il y a des questions. Je suis désolé. On a débordé. S'il n'y a pas de questions, moi j'en aurais une en fait. Oui. Si moi je voulais vous remercier tous. Pardon, Dieu d'Hermeson, tu voulais parler? Kenza? Après vous, juste après vous. Bon. Bonjour tout le monde, merci vraiment parce que c'est passionnant de vous entendre et que c'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup. Chacun à partir de nos contextes. Je voulais apporter un éclairage sur ce que nous on fait à partir du Maroc parce que
on est moins dans l'innovation formelle ou dans mais on est vraiment dans l'idée de construire un lectorat, plutôt de reconstruire un lectorat quand la politique depuis des années de colonisation puis de dictature, ça a été d'éloigner les gens du livre. Aujourd'hui, je considère que ma responsabilité en tant qu'éditrice, c'est pas d'attendre que quelqu'un issu des classes sociales les plus favorisées se donne la peine de produire un livre, mais que on puisse fonctionner comme un laboratoire où on puisse accueillir des jeunes générations, que leurs études de journalisme orientent à être des pisseurs de signes pour de la semi-communication, et les initier réellement à l'investigation. Alors, on n'est peut-être pas aussi inclusif, c'est-à-dire au sens où ce sont les personnes elles-mêmes qui racontent leur propre situation, mais au sens où on inclut, enfin, ce que j'estime être de l'édition inclusive, c'est inclure à la fois le processus de formation de jeunes auteurs qui n'étaient pas destinés forcément à ça, ou qui n'avaient pas les outils pour travailler à ce niveau-là, euh, leur donner ce savoir-faire du journalisme d'investigation, de leur faire comprendre leur responsabilité citoyenne vis-à-vis de leurs concitoyens, de leur société, parce que leur rôle en tant que futurs journalistes et futurs auteurs, c'est de ne pas tourner le dos à leur société, et en même temps d'intégrer au travail éditorial la réflexion sur la diffusion qui va être faite, parce que quand on forme des jeunes et qu'on leur met le pied à l'étrier pour qu'ils deviennent des auteurs, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs du livre. Ils arrivent à casser l'image de choses élitistes ou pénibles, ou pas drôles, ou ennuyeuses qu'a le livre. Et ils arrivent à le réenchanter et à le repolitiser dans un sens d'outil de mobilisation. Donc, je me reconnais complètement dans ce que vous faites les uns et les autres, et merci de vos éclairages. Beaucoup, Kenza. Une autre personne qui voudrait intervenir? Je crois que Dieu Lermesson voulait intervenir. Oui, voilà, je voudrais juste remercier Rodney pour cette intervention et aussi surtout pour ce témoignage qu'il nous a fait à propos des auteurs des Premières Nations qui publient et aussi le fait que, et c'est vrai ce qu'il a dit à propos des éditeurs du Nord qui se considèrent comme des grands groupes et qui regardent de loin les petites maisons d'édition, les petits éditeurs comme étant des espaces de laboratoire qui produisent de la littérature. Et au moment opportun, quand il y a un texte, il y a un auteur important qui arrive, qui est intéressant, important, qui commence à faire du succès ou qui a un avenir, et puis ils se disent, ah, bon, je vais mettre la main dessus, donc je vais me tourner vers cette petite maison et elles prennent le livre et puis elles s'en vont avec, plus de nouvelles. Alors qu'avant, cette petite maison d'édition, entre parenthèses, qui était là et qu'on ne voyait même pas sur la carte, qui a essayé de trouver une petite place ou bien qui a tout fait pour être sur la carte, être en contact, travailler avec ces grands groupes, ben, c'était le cadet de leurs soucis. Donc, merci Rodney. Ah, ça, c'est vrai, c'est une réalité propre aux éditeurs du Sud, aux petites maisons d'édition, aux petits éditeurs. Et moi, je crois qu'il est important qu'au niveau de l'Alliance, il y ait effectivement une sorte de synergie et qui pourrait vraiment dégager une sorte une espèce euh, euh, de, de- d'énergie, voyez, inclusive entre éditeurs et de façon à ce que à l'avenir ces genres de problèmes ne se répètent plus et que les petits éditeurs ne se trouvent plus
exposés à de telles réalités. Donc, merci encore, Rodney. Et aussi, merci à ce pied que vous avez fait à l'Aigle Édition lors de votre première intervention. Ça nous a vraiment touché. Et on est aussi dans le sillage de mémoire, ce qu'a été mémoire avant d'être de mémoire d'ancré. Voilà. Merci beaucoup, Diane Messon. On va, je crois, clôturer maintenant cette table ronde. Merci à Alfredo, merci à Rodney, merci à Louis, à Raquel et à Armando, nos traducteurs interprètes. Et puis, merci à l'Alliance d'avoir proposé ce sujet. Surtout, merci à Kenza qui a eu l'idée de ce sujet et qui a été transmis à mes soins. Merci à toi de l'avoir